Tous les dimanches, 1h, 2h, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeux sur RFM 104.9 et sur rfmit.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h, 2h, tous les dimanches. Enjeux avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux. Au menu, les élections du 9 octobre prochain, la question du de-risking et la menace d'isolement financier d'Haïti. Nos invités, le professeur Ronnie Desroches de l'OCID et l'analyste politique Stanley Lucas, ils s'exprimeront sur la question électorale. Le président de l'association professionnelle des banques, M. Maxime Descharles, et le président de la commission justice de la Chambre basse, le député Price Cyprien, interviendront sur le de-risking et les dispositions légales à adopter pour éviter l'isolement financier d'Haïti. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux. Comme annoncé, le professeur Ronnie Desroches de l'OCID et de l'ISC est l'un des invités à notre émission aujourd'hui. On va faire le point sur le processus électoral à pratiquement un mois de la réalisation des élections du 9 octobre. Professeur Desroches, bonsoir. Bonsoir Rothschild, bonsoir aux auditeurs et aux auditrices de RFM. Alors, professeur Desroches, est-ce qu'on peut dire que le processus électoral se porte bien? Vous êtes un observateur. Se porte bien, c'est peut-être beaucoup dire, mais on peut dire quand même que ça avance relativement bien. En effet, nous avons déployé un certain nombre d'observateurs pour observer l'environnement électoral. Et les rapports qui nous sont parvenus, c'est que pratiquement le CEP est dans les délais en ce qui concerne le calendrier qu'ils se sont fixés. Des processus importants tels que le recrutement des membres des bureaux de vote, le recrutement des superviseurs, tout ceci se poursuit. Et actuellement, je crois qu'ils sont dans la phase de formation des formateurs pour qu'ils puissent former les membres des bureaux de vote et tout ça. Et il y a un certain nombre de choses quand même qui sont positives. C'est que par exemple, d'après les informations que nous avons eues, les partis politiques n'ont pas participé dans la proposition de nom de personnes pour les bureaux de vote. Parce que je crois que c'est une bonne chose. Il vaut mieux que les membres des bureaux de vote soient proposés par des organisations de la société civile comme les églises, comme les universités, les organismes de droits humains, etc. Donc on aura beaucoup moins la main des partis politiques que dans les bureaux. Donc, une deuxième chose que je considère comme étant très positive aussi, c'est que ils ont respecté ce qu'ils avaient dit, à savoir que les mandataires, les observateurs devront voter dans le bureau dans les bureaux où ils sont inscrits, où ils émargent, n'est-ce pas, sur la liste. Ils ne pourront pas voter n'importe où. Donc je crois que ça devrait quand même éviter les problèmes que nous avons eus lors des dernières élections. Donc ce sont des points positifs. Bien entendu, il y a certains points négatifs aussi qu'on nous a signalés. C'est que, par exemple, il y a des retards de paiement, n'est-ce pas, des arriérés de salaire pour des membres de bureaux de vote, pour des superviseurs, etc. Bon, si ce sont les mêmes personnes qui sont gardées, ou bien les membres des BEC, des BED, ils risquent, n'est-ce pas, d'être un petit peu démotivés au dernier moment. Mais bon, j'espère que ces problèmes administratifs pourront être résolus assez rapidement. Donc, du côté du CEP, on peut dire qu'ils font un travail valable et je pense qu'ils pourraient être en mesure de donner de bien meilleures élections que ce que nous avons eu. Autre chose, c'est que quand même, on voit que la campagne électorale a bien commencé, n'est-ce pas? Presque tous les candidats majeurs, n'est-ce pas, à la présidentielle en tout cas, ont lancé leur campagne électorale. Il y a eu des rassemblements importants. On commence déjà un petit peu à sonder l'opinion publique. Nous avons
déjà un sondage de Bride qui est sorti, bon, bien sûr, qui a fait couler beaucoup d'encre, comme d'habitude, ce qui est normal, mais peut-être que ça va délier aussi les cordons de la bourse, on ne sait pas, et tout comme ça peut rétrécir aussi un petit peu le goulot, n'est-ce pas, qui apporte les ressources. Bref, je pense que ça veut dire qu'il y a un engagement pour, n'est-ce pas, les élections qui s'en viennent. Donc, selon vous, le Conseil électoral, avec ces décisions qui sont prises, ces mesures prises, a essayé de corriger ce qui s'est passé lors des récentes compétitions électorales? Oui, définitivement, ils essaient de corriger. Et un autre point important aussi qui, à mon avis, est un élément de correction par rapport à ce qui se passait avant, et ceci, dans la commission dont j'ai fait partie, on l'avait signalé, c'est que le CEP n'avait pas beaucoup de contrôle sur ce qui se passait dans les bureaux de vote. En effet, quand beaucoup de ces membres de bureaux de vote avaient été présentés par des partis politiques, etc., parfois ils avaient beaucoup plus tendance à défendre leur camp politique qu'à s'assurer, n'est-ce pas, d'une bonne tenue des élections. Et je pense que ceci était un handicap. Eh bien, maintenant, avec le fait qu'ils ont choisi des gens qui ne sont pas issus des partis politiques, je crois que c'est une bonne chose. Et aussi, maintenant, ils essaient d'avoir ce qu'ils appellent des observateurs communautaires. D'après ce qu'ils disent, c'est que ces observateurs communautaires, ce sont des personnes qui ont été proposées par des églises, par des universités, par des organismes de droits humains, par des organismes d'observation. Nous autres, nous avons proposé un certain nombre aussi. Et bien sûr, le CEP va faire un choix parmi toutes ces personnes proposées. Le CEP va les former et ils auront des responsabilités. Par exemple, une copie du procès-verbal doit leur être remis et ce procès-verbal doit être acheminé au CEP. Ce qui signifie qu'il y aura une forme de présence, je dirais, venant directement du CEP dans les bureaux de vote, dans les centres de vote. Et je crois que c'est une bonne chose. Parce que c'était l'une des faiblesses que d'ailleurs les membres des anciens CEP le reconnaissaient, à savoir qu'ils n'avaient aucun contrôle. Comme quoi, 3 membres de bureau qui parfois n'avaient pas les compétences nécessaires, n'avaient pas une formation suffisante et tout ça. D'ailleurs, on n'a qu'à voir la qualité des PV que nous avons sur le site du CEP. Des gens qui savent parfois à peine écrire. Et je pense que le fait qu'ils aient quand même, et j'espère qu'ils ont fait un bon choix, c'est-à-dire ils n'ont pas pris n'importe qui, ce qu'ils ont demandé, ils avaient demandé que ce soit les gens qui ont leur bac, vous voyez, donc je pense que ceci sera un plus, à mon avis, pour un meilleur contrôle de ce qui se passe. Mais malgré tout, il y a certains candidats à la présidence. On a entendu Moïse Jean-Charles, il a dénoncé que le CEP est quand même contrôlé par certains secteurs politiques. Il y a certaines préoccupations dans l'air, malgré tout, toutes ces déclarations faites par le Conseil électoral, à savoir pour garantir la crédibilité du processus. Bon, il y a peut-être des préoccupations dans l'air, mais je dirais qu'il ne faut pas non plus inventer des choses, hein. J'ai entendu M. Moïse Jean-Charles, n'est-ce pas, parler de certaines personnes qui contrôlaient le centre de tabulation, des choses comme ça, etc. Bon, moi, je me suis renseigné, il n'en est rien, il n'y a rien de tout ça, que les gens ont été nommés directeurs il n'y a rien de tout ça, et je pense que il ne faut pas non plus inventer des peurs, n'est-ce pas? Et donc, pour l'instant, moi, je crois que le CEP essaie de faire de son mieux pour donner quelque chose de crédible. Naturellement, il faut rester vigilant. Et dans ce sens, je peux comprendre M. Moïse Jean-Charles qu'il soit vigilant. Peut-être qu'il commence à crier au loup pour éviter que les loups ne sortent du bois. Et c'est pas. Mais pour l'instant, personnellement, je n'ai pas encore perçu des signes, n'est-ce pas, d'une volonté manifeste, n'est-ce pas, de tripatouiller les élections.
Alors, concernant le volet sécurité, est-ce que vous êtes confortable? Bon, je dois dire que je n'ai pas encore examiné véritablement les dispositions. Je sais que le secrétaire d'État à la sécurité publique, le colonel Rébu, a annoncé un certain nombre de dispositions. Je n'ai pas encore eu l'occasion de les analyser, donc je ne peux pas me prononcer là-dessus. Ce que je dirais, c'est que je pense que le gouvernement en place n'a pas intérêt aujourd'hui à perturber les élections en laissant faire, n'est-ce pas, la violence, comme ceci a été le cas, n'est-ce pas, en août 2015. Vous voyez, donc je pense qu'ils ont intérêt à ce que le climat des élections, le climat de sécurité soit quand même correct, soit acceptable. Ce n'est pas bon non plus pour un nouveau chef de la police qui vient d'être nommé, qui vient d'être ratifié. Je pense que ce sera un petit peu, depuis qu'il est ratifié, la première grande opération, n'est-ce pas, où il montrera sa capacité. Donc je pense qu'il a intérêt à donner de bons résultats. Et on voit que quand l'État haïtien, quand le gouvernement haïtien veut que les choses se passent convenablement, eh bien, ça se passe convenablement. Donc, personnellement, pour l'instant, je n'ai pas beaucoup de craintes. Et il me semble qu'il y a un discours, quand j'entends les différents leaders de partis politiques ou bien les différents candidats à la présidence, on dirait qu'il y a un thème qui revient souvent, c'est un thème d'unité, c'est un thème, n'est-ce pas, tout le monde doit se mettre ensemble pour construire le pays. Parce que les candidats à la présidence et les candidats, n'est-ce pas, à des postes électifs doivent aussi se rendre compte que le peuple haïtien aujourd'hui n'aime pas tellement les discours trop polarisants. Ce dont le peuple haïtien a besoin aujourd'hui, c'est d'un climat de paix, de sérénité pour résoudre les problèmes du pays. Parce que le peuple haïtien aujourd'hui a des problèmes très sérieux, n'est-ce pas, en matière économique, en matière sociale, pour cette entrée scolaire qui s'en vient là et tout ça, avec le peu de nouveaux emplois qu'il y a depuis quelques années, donc le peu d'investissement qu'il y a dans ce pays. Donc les gens ne souhaitent pas de troubles, vous voyez, et je pense que tout candidat qui s'aviserait de semer le trouble, eh bien, il le paiera très cher dans les urnes. Alors, concernant la campagne électorale qui a été lancée depuis la semaine dernière, effectivement, il y a des candidats qui ont officiellement lancé leur campagne électorale, mais il y a la question économique qui se pose aussi. Beaucoup de candidats estiment qu'ils n'ont pas vraiment les moyens pour mener une grosse campagne électorale. Donc, comment, selon vous, on pourrait aboutir à une plus forte participation des électeurs à ces élections au Nideros? Bon, moi je crois que naturellement, on ne peut pas nier qu'il faut de l'argent pour mener campagne, hein. Ne serait-ce que pour se déplacer, ne serait-ce que pour regrouper les gens, ne serait-ce que pour faire de la publicité, etc. Il faut de l'argent, ça c'est vrai. Mais bon, écoutez, nous avons 27 candidats à la présidence, par exemple, hein. Donc si ces 27 candidats à la présidence devaient avoir 2 millions de dollars, ça fait quand même beaucoup. Donc je pense que aujourd'hui, les gens qui sont en mesure de financer, n'est-ce pas, des candidats, eh bien, ils ne vont pas faire du plomb-gaillé comme c'était le cas souvent. Ils vont bien cibler leur financement. Moi, je crois qu'il faut surtout essayer de vendre un programme qui soit valable. C'est pour ça que nous autres, au niveau de l'OCID, non seulement nous nous préparons à faire l'observation électorale, parce que nous allons déployer 1500 observateurs, et cette fois, non seulement nous aurons toujours notre échantillon, n'est-ce pas, qui soit un échantillon représentatif de l'ensemble des bureaux de vote, de telle sorte que ce qui aura été constaté dans cet échantillon puisse être extrapolé sur l'ensemble, n'est-ce pas, des bureaux de vote. Mais nous allons avoir, en plus de cet échantillon,
nous avons commencé cette opération parce que nous l'avions fait lors des élections de 2015. On avait fait analyser par un professeur d'université, un politologue, c'est le professeur Fritz Dorvilliers que vous connaissez, qui a fait l'analyse des programmes politiques, des programmes de campagne des 10 candidats qui avaient été en tête, n'est-ce pas, dans le sondage de Bride, etc., dans l'un des sondages de Bride. Et alors, il a fait cette analyse. Nous avons envoyé aux 5 candidats, parmi les 10 qui sont encore dans la course, nous leur avons envoyé justement cette semaine l'analyse qui a été faite de leur programme. Parce que c'est sur cette base que quelqu'un devrait, n'est-ce pas, choisir son candidat. Non pas sur, je ne sais pas, son faciès, bon, bien sûr, sur ce qu'il a fait dans le passé, mais aussi sur ce qu'il se propose de faire. D'accord? Donc nous essayons un petit peu d'orienter la campagne vers, n'est-ce pas, les questions de programme. Alors, professeur Desroches, concernant l'observation électorale, donc il y a l'OEA qui a annoncé qu'elle aura des observateurs sur place en Haïti, pas d'observateurs de l'Union européenne. Donc, du côté des étrangers, il y aura moins d'observateurs comparé au nombre d'observateurs qu'on a enregistrés lors des dernières élections. Oui, c'est vrai. Il est vrai que l'OEA enverra une mission d'observation complète, ce qu'ils appellent full-fledged, d'après ce que j'ai entendu dire. Je crois qu'il y a d'autres groupes qui enverront certainement des experts pour suivre, même si ce n'est pas des observateurs en tant que tels, comme ils ont l'habitude de le faire. Mais je vous assure, tout le monde sera intéressé par ce qui se passe en Haïti. Ils ne vont pas se fermer les yeux, ils vont quand même regarder ce qui se passe. Vous avez évoqué tout à l'heure le dernier sondage du Bride qui donne Jovenel Jude au deuxième tour. Pratiquement c'est le même scénario. Les résultats des élections du CEP qui avait été dirigé par Pierre-Louis Aupont. Bon, vous savez, moi j'ai toujours soutenu la thèse que le deuxième tour tel qu'il avait été prévu, n'est-ce pas, dans les élections, aurait pu se passer, aurait dû se passer comme tel. Je ne nie pas qu'il y a eu, n'est-ce pas, certainement des fraudes et tout cela. Cependant, pour moi, ces élections de 2015 n'ont pas eu plus de fraude que les élections passées, etc. Donc, je n'ai pas de surprise qu'aujourd'hui, nous allons nous retrouver presque dans le même cas de figure, n'est-ce pas? Et peut-être même qu'il y aura des surprises. Peut-être même qu'il y aura des surprises. En tout cas, moi, j'ai été, n'est-ce pas, un peu surpris de voir le niveau apparemment atteint par M. Moïse. Je pensais que ce ne serait pas le cas. Il peut y avoir des surprises. Bon, enfin, de toute façon, je crois qu'il y avait un problème de confiance. Il fallait redonner confiance aux candidats, à la population, etc. Mais je suis presque certain que le premier tour nous présentera le même cas de figure qu'en 2015. Je suis sûr que dans l'avenir, on ne va pas recommencer aussi vite à contester des élections, etc. Les gens prendront de préférence l'habitude, n'est-ce pas, de rassembler autour d'eux les perdants pour avoir une force suffisante pour, n'est-ce pas, gagner les élections, pour opposer cette force à l'adversaire. C'est ce qui se fait dans tous les pays du monde. Si vous êtes deuxième dans les élections, eh bien, vous essayez de rassembler tous ceux qui ont perdu pour vous donner plus de force pour gagner. N'est-ce pas? Bon, pour moi, c'est ce qui aurait dû être fait. Malheureusement, c'est ce qui n'a pas été fait. Mais je crois que l'idée de reprendre des élections, c'est difficile. Parce que non seulement vous freinez l'activité économique, parce qu'on sait que dès qu'il y a élection, n'est-ce pas, il y a un ralentissement de l'économie. Les gens n'investissent pas, ils attendent pour voir comment les choses vont se passer. Donc tout ceci est un peu à l'origine de la situation morose que nous connaissons actuellement. Et en plus de cela, nous allons devoir payer, n'est-ce pas, pour cette deuxième série d'élections. La hausse du prix de la gasoline, enfin du carburant, que le gouvernement a essayé de faire passer
n'est-ce pas, c'est pas pour rien, c'est certainement parce qu'ils cherchent des ressources pour répondre à ces élections, d'autant plus que l'étranger refuse d'apporter un centime, vous voyez, parce que les gens là-bas, n'est-ce pas, ne peuvent pas financer deux fois la même chose, ils doivent rendre compte à leurs contribuables n'auraient pas accepté ça, d'accord? Donc c'est le peuple haïtien qui va devoir casquer pour cette reprise des élections. Donc je pense que c'est une leçon et je pense que une prochaine fois, ça ne se fera pas aussi facilement. C'est aussi une leçon pour dire, n'est-ce pas, à tout le monde, y compris au CEP, écoutez, les élections, c'est pas un jeu, il faut prendre ça au sérieux, parce que l'avenir d'un pays dépend aussi de la capacité d'un peuple à choisir librement ses dirigeants. Donc je pense que c'est un apprentissage et j'espère que nous tirerons les leçons de cette expérience et que nous ne prendrons pas les élections avec autant de légèreté que nous l'avons fait dans le passé. Alors, est-ce que donc vous êtes optimiste, vous pensez que tout pourra aller bien lors de ces élections, donc pour éviter qu'on ne demande une nouvelle fois la création d'une commission de vérification? Oui, je pense que les choses iront bien parce que le pays est fatigué. Le pays est fatigué, le pays ne peut pas se permettre une troisième année d'élection. C'est pas possible. Je ne crois pas. Bon, il est vrai que on voit des pays comme l'Espagne qui n'arrivent pas à former un gouvernement, il est obligé. Bon, c'est vrai, ça se fait dans d'autres pays. Mais nous, avec, n'est-ce pas, notre précarité économique, on ne peut pas se payer ce genre de luxe. Donc, je crois que le président du CEP a dit, n'est-ce pas, l'enterrement pour 4 heures, même quoi que petite assemblée papa, que l'assemblée maman, il faut que tout le monde accepte. Alors, si ce n'est pas le cas, selon vous, qu'est-ce qui pourrait se passer, Ronnie Desroses, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan démocratique, si je peux m'exprimer ainsi? Bon, personnellement, je n'envisage pas cette hypothèse. N'est-ce pas? Je ne crois pas que ceci se passera parce que tout le monde est fatigué. Et imaginez par exemple que 2 candidats parmi, n'est-ce pas, ceux qui sont en course là, arrivent au second tour. Même s'il y a un candidat ou 2 qui veulent rééditer l'affaire de 2015 en formant un G8, un G30, etc., je crois que personne ne va s'occuper de ces gens-là. Okay, je ne pense pas, parce que le pays est vraiment fatigué. Et d'ailleurs, bon, enfin, on peut avoir beaucoup de surprises d'ailleurs. Donc je crois que il faut... moi, je n'envisage pas cette hypothèse. Et je pense que même quand c'est un candidat, n'est-ce pas, qui peut-être ne serait pas proche du pouvoir en place actuellement, etc., c'est pas la famille politique et tout ça, etc., je crois que ça va être extrêmement difficile de ne pas respecter le vote du peuple. Merci beaucoup, professeur Ronnie Desroses, d'avoir été l'honnête invité à notre émission aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, suivons un peu l'actualité pour voir comment les choses vont évoluer. D'accord, merci. Alors, comme annoncé, Stanley Lucas, analyste politique, est l'un des invités à notre émission aujourd'hui. On va faire le point sur l'état d'avancement du processus électoral à pratiquement un mois d'organisation élection SAEO. Stanley Lucas, bonsoir. Alors, comment on même, comme analyste politique, où est la situation en matière d'élection SAEO qui vient pour dérouler 9 octobre Cap Vinila? Lorsqu'on citoyen ou besoin qu'on est dans quelle direction en élection pour aller, il y a 2 bagages pour analyser. Le premier bagage pour analyser, c'est administration élection. Deuxième bagage pour analyser, c'est environnement électoral. On fait profil directeur exécutif KEPA ou après dans qui camp politique qu'elle sorti. On fait profil monde que vous mettez dans la direction des opérations électorales là pour après qui côté le sorti. On regarde qui vient distribuer examen pour superviseur. By moun qui dans organisation Bélanger a fait nous, moun qui dans organisation Marie-France Joassin Sofa, moun qui dans organisation Jean-Simon Saint-Hubert NDDH pour garantir que superviseur électoral c'est non camp politique spécifique dans pas examen avant qu'examen en fait. Je voulais dire à tout au niveau de l'administration électorale. L'autre liste électorale
qui sur website KEPA, qui a 5 800 000 personnes là-dedans, ou à le comparer avec liste électorale que l'Office national d'identification dehors, qui a 6,2 millions de monde, qui a 400 000 cartes électorales qui disparaissent, demande qui est-ce qui recevoir. Nous allons bien loin encore, on fait des décisions que KEPA prend pendant 3 semaines qui se passent, lui montrer qu'il y a au moins 4 dans 9 membres KEPA, c'est pour juste Célestin à place comme vérité qui a travaillé. Nèg yo volé 3 postes élections pour magistrats en faveur vérité. Nèg yo volé 3 postes députés pour magistrats en faveur vérité. Exemple le plus concret, c'est Ogline Pierre dans Campérin. Ben là, j'ai voulu une commission d'enquête à regarder qui s'est passé. Commission d'enquête là recommandé que député Ogline Pierre dans le deuxième tour, nèg yo prend une décision politique pour se retirer l'élection. Donc pour moi-même, au niveau de l'administration des élections, il y a des préoccupations énormes par rapport au coup d'État électoral qui a préparé dans le KEP en faveur de Jude Célestin. Au niveau de l'environnement électoral, premier chose qu'on va regarder, c'est l'environnement sécuritaire. Depuis que Jocelyn Brivet est monté sous pouvoir, il y a 1700 personnes qui mourent par balle et 79 policiers mourent. Je ne dis pas, est-ce que le ministre de la Justice qu'il a, et le gouvernement qu'il a, et le premier ministre qu'il a, pendant 5 mois, ils permettent que 1700 personnes mourent par balle et 79 policiers mourent par balle, est-ce que eux-mêmes, il y a une garantie pour le peuple à voter sans sécurité? Lorsque vous regardez tout l'environnement électoral, là, il faut regarder l'économie. Et privé APC mettait 30 gouttes sous gallon diesel, 30 gouttes sous gallon gasoline, 27 gouttes sous gallon kérosène. Est-ce que c'est le moment pendant rentrer l'école là, laisser monter gaz là, est-ce que c'est pour gâter l'élection? Donc, il y a des préoccupations énormes par rapport à l'administration et l'environnement électoral qui méritait corriger. Donc, je ne dis pas, on va qui certain, c'est que, Brivet voit que, après 10 mois de manipulation et de persécution politique, sondage ont montré que données électorales n'ont pas changé, parce que même Jean Yoté a résultat 25 octobre là, côté Jovenel Moïse premier, dans le sondage brillant, la 41%, Jude Célestin, d'un coup le 25 octobre, deuxième à 25%, et Moïse Jean-Charles toujours troisième, 12%, Marie Narcisse toujours quatrième à 7%. Donc ça veut dire que données et résultats élections n'ont pas changé. Et dans le sondage interne, il montre que Jovenel Moïse va gagner depuis le premier tour à 54%. Est-ce que c'est pour ça que Privé a essayé de faire des autres pour gâter l'élection? On ne pas connaît. Mais on va être certain que l'administration et l'environnement électoral la préoccupant, tout le monde doit réfléchir qui ça doit faire pour garantir que l'élection bien faite le 9 octobre. Alors, Stanley Lucas, donc on parlait de préoccupation, on parlait de quand même travail qu'a fait pour supporter un candidat, mais qui ça capable fait justement pour empêcher, pour permettre que l'élection arrive dérouler normalement? Bon, pour là, c'est que il faut publier clairement qui sacrifice électoral là. Il faut faire la lumière sur 400 000 électorales de différence qui gagnent entre l'Issonien et l'ISKEVA. Troisièmement, il faut nous faire révision de liste superviseur pour garantir que ce n'est pas les gens qui sont dans le camp politique, les gens qui sont dans le sofa, dans le RNDDH, dans le CNO que Bélanger était dirigé, ce n'est pas les gens seulement qui sont le superviseur électoral pour manipuler le processus électoral là. Nous avons 2-3 sociétés civiles dans tout qui ont un coup d'État électoral en faveur de Jude Célestin et en même temps, il y a essayé de voir les postes députés et sénateurs. Je ne dis pas, pour la stabilité politique pays, nous avons besoin que l'élection réussie. Les gens que le peuple a voté comme député, comme sénateur, comme président, c'est les gens qui pour passer. Ce n'est pas une société civile qui a fait coup d'État en faveur de nous. Nous tous connaissons que je dis, il y a 2 coups d'État électoraux en cours. Il y a un, c'est Jocelyn Brivet, de facto Brivet, avec le Office national d'identification, qui a essayé à 400 000 cartes, font coup d'État pour Marie Narcisse. Et nous connaissons 4 à 5 membres dedans qui a eux-mêmes. A essayé de faire coup d'État en faveur de Jude Célestin. Le pays n'a pas besoin de coup d'État électoral, le pays a besoin d'élections libres, honnêtes et démocratiques. Donc, nous pensons que Presse doit travailler pour aider à clarifier la situation, mais en même temps, tout, Presse a une grosse contribution que le travail dans le débat présidentiel qui va le faire le 20 octobre. Là. Parce que nous, voyons que il y a 2-3 journalistes qui n'ont aucun avec Jocelyn Brivet. Si nous voulons que le débat présidentiel ça réussi, nous avons suggéré que les gens qui n'ont pas pour pas de dérapage, ni aucun qui fait dans le débat avec les journalistes, moi, je suggéré que la méthodologie qui a été utilisée dans le débat économique, dans la Chambre de commerce, là,
côté toute question yo à l'avance non bocal. Bon sorte de tirage au sort qui pour permettre de prendre question yo sans personne par contre qui question pour aller sortir, ça empêcher toute forme de manipulation par journalistes qui travaillent, 2-3 journalistes que nous connaissons qui travaillent à privé. Donc, je ne dis pas, réussite débat présidentiel là, très important, sous utiliser méthodologie, chambre de commerce là, son débat équilibré et pas de moyen pour aucun journaliste à le faire qu'aucun en faveur au camp politique. Alors, comment on met la campagne électorale là, M. Lucas? Moi, que la campagne électorale a commencé et moi, que dans l'analyse discours que quatre candidats qui devant eux, Jovenel Moïse, Jules Célestin, Moïse Jean-Charles et Maryse Nassif, pour qui ça premier à premier, ça deuxième dans deuxième, ça troisième et ça quatrième dans quatrième. Parce que, pour formule, ou même comme je viens de capter la RFM, aujourd'hui, dans la radio, l'on moun tant qu'on vient faire interview dans la radio, faut que on bagaille qu'on apprenne de moi-même. Et c'est pour ça qu'on vient écouter la radio, parce que la radio a invité des gens qui connaissent. L'on parle de l'élection en tant que candidat, co-candidat pour magistrat, co-candidat pour député, co-candidat pour sénateur ou pour président, pour gagner l'élection, il faut que le message joue est égal EK3. Donc, je dis, on va l'apprendre, ça veut dire M égale EK3. Tout le monde qui a visé la campagne électorale doit comme ça. Vous mettez pour un petit papier, vous mettez pour un plume marqué. Premier, ça va le marquer M. Deuxième, ça va le marquer, vous va le marquer égal. Ça veut dire que deux petits barres, l'une sous l'autre. E, la lettre E, et la lettre K, le chiffre 3. M égale EK3. Pour gagner l'élection, c'est formule ça qui va permettre de gagner l'élection. M, je l'ai dit, message. EK3 veut dire qui ça? Faut que le message là, quoi passer à comme candidat, il y a une émotion là-dedans. Et 3 cas, chaque cas veut dire un bagage. Bon cas qui veut dire, l'on parle, il faut faire contraste à moun qui en face soi. Bon cas qui veut dire, faut que le message quoi bail là, ait crédibilité. Si le message là a émotion, contraste et crédibilité, laisse ça pour qu'à faire connexion avec la population. Si le message là a émotion avec contraste et le message là a crédibilité pour qu'à faire connexion avec la population. Donc je veux dire, on est comme Moïse Jean-Charles. L'autre fois analyse de message message Moïse Jean-Charles là, l'on fait M égale EK3. Dans 3 cas, ils sont green cas conjoints. C'est contraste là. Mon message Moïse n'a pas de crédibilité, tellement il y a menti là-dedans. Par exemple, elle dit qu'il va doubler le salaire employé de l'État. Nous connaissons que d'ici à 121 milliards de gouttes. Anissa, c'est seulement 65 milliards de gouttes qu'il y a ramassé comme taxe. Donc, pas de moyen de doubler le salaire employé de l'État à la police. Donc, le message n'a pas de crédibilité. Donc, le message n'a pas de crédibilité, il va faire connexion avec la population de l'Amérique. C'est pour ça là 12%. L'autre candidat, Jules Célestin, c'est qu'il y a une tendance pour le bébé. Donc, ça veut dire que M égale EK3 pas même qu'à appliquer à lui-même. Maryse Nassif même, il y a une difficulté pour maîtriser le message. Et en même temps, tout, on va poser cette question, est-ce que c'est Maryse qui est candidat ou bien est-ce que c'est Maryse qui est candidat? C'est un bagage qui a dommagé Maryse. Parce que nous pas en 1970, nous pas en 1980, côté les femmes haïtiennes, les ont besoin de voyager, ils ont besoin de Maryse signer un passeport pour eux. Les ont besoin à l'ouvrir compte en banque en 1970 comme femme, format route à le signer la banque. Tous les jours, nous n'avons pas une société ça. En 2016, le peuple a besoin de femmes devant rien. Par exemple, regardez Edmond Bozil, son candidat tout bon. Il n'y a pas aucun garçon qui a après aller tête lui. Ouais, ça me le dit. Et en même temps, tout, en dans campagne là, c'est pas seulement message égal EK3, c'est comportement mounio dans la campagne électorale là. Nous sommes une société qui a des valeurs. On prend par exemple valeurs familiales. Société haïtienne là, il valorise la famille. Mari, madame, petit. Est-ce que moun sa yo projeté valeurs familiales? Pour ça, c'est Jovenel Moïse qui toujours à madame ni. Tout bagage ça, on pose des questions en matière de valeur de la campagne. On va l'analyser les messages que nous sommes là, en fonction de formules comme nous sommes là, M égale EK3. Avec dit que tout le monde qui a parlé, qui monde que message a gagné émotion, qui monde que message a fait contraste, qui monde que message a gagné crédibilité, et peut-être ça qui permet de les connecter avec vous. Si j'en ouais, ou qu'à évaluer que connexion en fait. Par exemple, souvenez dans l'arrière dit Jules Célestin, on ne peut pas répondre rien. Ça veut dire qu'il y a une connexion qui t'a faite parce que Jules bébé.
L'on vient dans l'arrière, on dit Jovenel Moïse, nous avons dit banane, ça veut dire une connexion qui est établie, une émotion qui est établie, une crédibilité qui est établie, un contraste qui est établi. Et c'est ça qui va déterminer qui est-ce qui a gagné l'élection. Ça veut dire que si l'élection en fait jeudi, Jovenel Moïse gagne depuis le premier tour. Donc, lorsqu'on candidat à la présidence, il faut regarder pour qui soit deuxième, troisième et quatrième qui pas bon bout, t'as un premier. Par exemple, ici aux États-Unis, Donald Trump, après la convention parti démocrate là, non seulement Mme Clinton prend devant dans le sondage, il y a que différence de 25 points qui ça Donald Trump fait. Il révoquait directeur adjoint campagne électorale là, il mettait moun nouveau, il changeait stratégie à cause de stratégie qu'il changeait et nouveau moun qu'elle vient dans la campagne là, où elle est à 3-4 points de différence qu'il y a de Mme Clinton, il est presque égal dans le sondage. Je vous dis, est-ce que Gilles Célestin qui deuxième qui qu'il a perdu? Est-ce qu'il a changé de stratégie BBA? Est-ce qu'il a un bon nouveau directeur de campagne? Est-ce qu'il a bien meilleur message? Et Maurice Jean-Charles qui troisième. Est-ce que ces messages-là qui ont un problème pour changer? On compte lui dit, petit Dessaline va le pétition, mais le bagage ça n'a pas marché société, il y a des gens qui lèvent camper contre lui. Parce que ça met des divisions, les Vinois fait des classes moyennes qui d'Ali Bali qui pas marché. Vous me dites, elle a parlé des dossiers qu'il va maîtriser. Est-ce qu'il faut le changer bagage ça? Il y a aucun de l'amenti, il dit le fond des focales, il va dire le fond des focales. Et tout le monde vient découvrir par quatre matières. Est-ce que ça a affecté le sondage? Maryse Nassis, qui paraît un complot pétrole Aristide, moun pas besoin de président pour pétrole. Et qui manque de compétences dans le dossier économique. Est-ce qu'elle va changer de stratégie pour pas quatrième encore pour le monter? Tout bagage ça, nous avons à peu près 4 semaines pour changer de dynamique là. Si on change de dynamique là, eh bien, il y a possibilité pour venir devant. Jovenel Moïse même qui premier, il va regarder si ça dans le message qui passe tellement bien que le peuple a aimé, comment vous la polir plus pour qu'elle passe plus bien toujours. Et c'est ça la beauté pour gérer une campagne électorale. Gérer une campagne électorale, sont des techniques et scientifiques, pas amateur là-dedans. Alors, pour finir, Stanley Lucas, donc, même, vous croyez que il y a une préoccupation, mais vous croyez que l'élection est capable d'arriver déroulée. Donc, normalement, en Haïti, le 9 octobre, vous croyez que date sont capables de respecter? Voilà, il y a deux menaces sous l'élection. Première menace qui est sous l'élection, Jocelyn Brivet, malgré la commission falsification qu'il montait pour mettre Jovenel de Moïse dehors, il paraît ici. Et il était entré dans une campagne de dénigrement Jovenel Moïse. Premier côté, a été dit que Jardin Bonane, c'est pas pour Jovenel, c'est gérant Jardin que Jovenel Moïse était, comme si petit ton paysan, avec petit ton couture, il n'y a pas qu'à monter un business qui permet à Haïti pour la première fois en 54 ans, exporter banane à l'étranger. Deuxième côté, on a essayé de dénigrer monsieur, de dévoiler Simon Dera dans la radio pour dire que, et un aéroport côté avion cocaïne, qu'on descend dans le jardin banane pour voter cocaïne. Jovenel Moïse est monté avec 3 journalistes pour montrer qu'il n'y a pas de affaire d'avion cocaïne, ni pas de aéroport, et sous jardin banane, tout journaliste qui a ça, il n'a pas même présenter des excuses. Après ça, troisième dénigrement vient dire que de pour manger banane fort malade, j'étais obligé à faire cadeau, plusieurs camions de banane, fait là, ouais, banane bon et banane goût. Après ça, il vient attaquer monsieur, il dit monsieur fait faillite, mais ça n'a pas marché encore. Les bagages, ça n'a pas marché, puis devant, et nègre tout ça l'argent l'État qu'elle te fait et projet ça. Monsieur vient montrer que c'est pas l'argent l'État, c'est l'argent privé qu'elle t'a prêté là-bas. Finalement, les nègres tellement paniqués, la commission falsification, toute propagande n'a pas changé, ouais qui j'en ai venu avec 2 vieux rapports là, qui sont des rapports politiques. Si nègre t'a fait rapport sérieux dans l'ICRES, nègre t'a fait rapport au moins 1 mois, 2 mois avant les élections présidentielles, c'est pas jour campagne électorale à l'ouvrir que t'a pris là un rapport comme ça. Et si rapport c'est ton rapport sérieux que vous avez fait dans un privé qui décide à écrire rapport pour diversion, vous avez fait un rapport sur tous les candidats à la présidence. Donc ça veut dire que je dis plus privé et les privés ouais tout bagage ça pas qu'à saboter processus électoral là. Ça monsieur fait la laisser monter prix gaz, gasoline, diesel dans l'esprit que ça t'a pas créé des autres dans le pays pour essayer l'élection faite. Donc monsieur échoué dans bagage ça. Donc ça veut dire que privé malgré toute tentative qu'il fait, lui ouais qu'il pas qu'à gagner élection, il pas qu'à faire coup d'état pour Marie, ça veut essayer saboter. Il n'y a pas marché. Et nous, comme famille Laval a servi avec une photo en Afrique, où il y a une grosse manifestation en Afrique politique, mais il y a voir les photos à son journal Kinshasa, comme si c'est les Aristide sortis de Pétionville, il y a lagué sur tout le website de Laval. Nous, on a menti ça. Ou même qui veut faire photo ça, collage qui n'est pas laissé, checker nous sur Twitter, @StanleyLucas01, ou bien à commercial, StanleyLucas01, ou bien sur page Twitter, nous n'avons venu. Mais en même temps, tout il y a 2-3 nègres dans la société civile là,
qui a essayé de saboter le processus électoral là, parce qu'il a fait une transition sans peuple là, pendant 2 ans, changer la constitution pour que c'est eux-mêmes qui aient le pouvoir. Donc, je ne dis pas, il y a 2-3 nègres dans la société civile là, qui t'a fait un coup d'État, et dans le coup d'État pour mettre un gouvernement de transition pendant 2 ans pour l'élection parfaite. Et nous, tout capitaine de radio, on connaît que, tout autant que le provisoire a duré, c'est plus économie pays à craser, c'est plus misère, c'est plus insécurité. Le plus tôt que nous avons un gouvernement constitutionnel, c'est le mieux pour le pays. Et c'est pour ça qu'il faut tout le monde goumer pour que, malgré les classes moyennes, intellectuelles qui ont une mentalité pour qui se parce que nous tous connaissons, à laisser faire coup d'État et saboter l'élection, nous tous devons travailler pour que l'élection 9 octobre soit réussie. Et aujourd'hui, après 10 mois après le 25 octobre, nous voyons que c'est pour rien que nous avons lagué 33 millions de dollars américains, élection octobre 2015, dans FADRA. Parce que 10 mois après, données électorales n'ont pas changé. Même résultat qui ont été en 2015, Jovenel Moïse toujours premier, Gilles Célestin toujours deuxième, Moïse toujours troisième, et Marie toujours quatrième. Des nègres qui te comprennent, à travers manipulation politique, persécution politique, ils ont changé. Données électorales, nous avons données électorales, pas changé. Alors, merci beaucoup. Du fait côté, il y a invité aujourd'hui dans l'émission ça à côté nous on débat de questions électorales. Là. Merci beaucoup. Bon, c'est moi pour vous merci de possibilités qu'on m'a moi et pour me parler là. Bon Dieu béni nous là. À bientôt. Alors, à notre émission aujourd'hui, on va encore parler de la question du de-risking qui continue de faire l'actualité en Haïti, avec notamment cette rencontre qui s'est déroulée récemment à la Banque centrale et puis certaines avancées enregistrées. Nous avons avec nous M. Maxime Charles, le président de l'Association professionnelle des banques, pour évoquer cette question. M. Charles, bonsoir. Bonsoir Rothschild et bonsoir aux auditeurs de RFM. Alors, la question du de-risking, beaucoup de gens parlent cette semaine, la semaine dernière, on a beaucoup parlé du de-risking. Rappelez-nous, c'est quoi le de-risking, Maxime Charles? Essentiellement sur des décisions prises par des acteurs du monde des affaires, en l'occurrence des banques. Et là, il s'agit plus spécifiquement de banques, de correspondants bancaires, qui, dans leur relation avec des partenaires d'un pays quelconque, font une évaluation de, comme on dit, coût-bénéfice. À savoir, la relation que j'entretiens avec X partenaire bancaire me rapporte tant, en même temps que je suis exposé à des risques autrement plus extraordinaires. Risque, c'est pas une surprise pour les banques, puisque le métier de la banque, c'est un métier où l'on gère les risques et on prend des risques dans la mesure quand même où on voit quels sont les éléments qui sont en place pour pouvoir mitiger ces risques-là, les limiter, les contrôler, et faire en sorte que justement le calcul coût-bénéfice ne soit pas désavantageux en ce qui concerne les risques. Donc, de ce fait, ces partenaires-là, au bout de l'analyse, ils se disent, tiens, si la relation présente pour moi trop de risques par rapport à ce qu'elle peut apporter, il vaut mieux que je la termine. Donc, c'est de ce risque-là qu'il s'agit aujourd'hui, savoir que des partenaires correspondants bancaires mettent fin à une relation, laissant ainsi la banque victime de cette fin de relation sans moyen pour pouvoir continuer ses affaires internationales. Et ça veut dire pour un pays comme Haïti, dont l'économie est fortement axée sur l'extérieur, aussi bien pour l'exportation et encore surtout pour l'importation, et bien ça nous laisserait sans moyens modernes de paiement pour pouvoir continuer les échanges internationaux. Donc les conséquences seraient incalculables. Conséquences tellement horrifiques qu'on préfère souvent ne pas y penser. Parce que faut se dire que dans l'immédiat, ce serait quoi 60 000 ouvriers du secteur assemblage qui se retrouvaient éventuellement au chômage puisque leur paie ne pourrait plus leur arriver. Ce serait aussi 30% de la population haïtienne qui serait directement affectée du fait d'une sorte d'incapacité ou de difficulté accrue à recevoir les envois, les transferts d'argent qu'ils reçoivent de parents à l'extérieur. Donc, avec ces deux pôles-là, simplement, Rothschild, on peut voir l'importance du désastre que ceci pourrait représenter. Tout ce qui implique service de l'extérieur ou vers l'extérieur. Tout ce qui concerne importation ou exportation. Aussi simple que ça. Nous ne fabriquons pas de véhicules, nous ne fabriquons pas de pétrole, nous ne produisons pas de pétrole. Donc, tous ces produits-là sont des produits importés.
Ça voudrait dire que une rupture d'approvisionnement de ce côté serait plutôt, dans ce monde moderne, serait catastrophique. Alors, il y a certains pays qui ont déjà été victimes de cette situation. On évoque le plus souvent le cas du Belize. Oui, et l'autre jour, j'ai entendu un parlementaire dire, avec beaucoup de bagou, il dit qu'il n'aimerait pas que son pays soit bélisé. Donc, pour dire à quel point ça commence à entrer dans le vécu de notre pays, dans le vocabulaire courant. Qu'est-ce qui s'est passé au Belize? Belize, c'est un pays plus petit que le nôtre en taille et aussi en population, 375 000 habitants. Et du jour au lendemain, sans crier gare, les banques qui servent cette population-là, pour la plupart, se retrouvent sans correspondant bancaire. À ce moment-là, toutes sortes de déconvenues, d'histoires plus terribles les unes que les autres. Je lisais dans un article qui a paru encore cette semaine un type qui racontait qu'il a un prêt à une banque au Belize et maintenant il se trouve dans une situation, il se trouve contraint tous les mois de faire un voyage dans une île avoisinante pour aller pouvoir tirer de l'argent liquide, des dollars, pour pouvoir honorer son prêt. Alors du coup, tu peux voir ce que coûte en élément additionnel, les coûts additionnels qu'il y a au service d'une telle dette. Tous les mois prendre un avion, quelle que soit la destination, pour aller chercher un peu d'argent pour payer son prêt. Alors pour un pays comme Haïti, comme vous le dites, qui importe tout, donc un isolement financier serait vraiment catastrophique. Oui, parce que 70% au moins de ce que nous consommons nous vient de l'extérieur. Bon, c'est-à-dire que d'autres personnes vous diront, oui, mais elle existait avant. C'est vrai, elle existait avant, avec une population autrement plus petite et aussi avec une satisfaction de besoins tout à fait différente. Alors, concernant les pas qui devaient être franchis, cette semaine, le gouvernement a fait le dépôt de ce projet de loi amendant la loi de 2012 concernant le blanchiment des avoirs. Donc, on peut dire que c'est un pas dans la bonne direction. Certainement pas dans la bonne direction, mais avant tout, caveat, ne mélangeons pas trop, ne confondons pas trop. Il y a une question liée à la lutte contre le blanchiment des avoirs et le financement du terrorisme. Et il y a aussi, de l'autre côté, la question du de-risking. C'est pas qu'elle soit entièrement séparée l'une de l'autre, indépendante, non. Cependant, il convient de faire des distinguos pour ne pas se perdre en analyse. Sur la question des pas que tu évoques, Rothschild, eh bien, le fait, c'est que la République d'Haïti, étant signataire d'accords internationaux, a pris l'engagement de respecter une série de normes internationales. Non seulement de les respecter, mais en cas de besoin, de les intégrer dans son système juridique. Et au besoin, ça peut commander des modifications législatives, ça peut commander des modifications administratives, ça peut exiger aussi, et je l'ai mentionné à plusieurs reprises, la République dominicaine a opéré des amendements constitutionnels pour satisfaire ces normes internationales. Donc, ceci dit, notre pays, malheureusement, au jugé de nos partenaires internationaux, n'a pas été suffisamment vigilant dans la matière, c'est-à-dire à apporter les modifications nécessaires. Donc, il nous incombe aujourd'hui d'aller un peu plus vite et de montrer que nous pouvons effectivement intégrer les mesures que nous étions engagés à intégrer dans le système juridique. Donc, de ce fait, en termes de modifications législatives urgentes qu'il y a, il nous faut d'une part amender la loi anti-blanchiment de 2013, puisque lorsqu'elle avait été passée, été votée, le texte initial avait fait l'objet d'amendement, ce qui est du prérogatif des parlementaires, avait fait l'objet d'amendement de la part des parlementaires. Bien que je dois dire aussi en toute franchise, les techniciens qui avaient travaillé sur le projet leur avaient dit attention, certaines des modifications que vous apportez ne sont pas réellement acceptables parce que elles vont faire taxer la loi d'étant inapte à assurer une protection du pays en matière de blanchiment des avoirs. Et ceci va nous porter à revenir un peu à la case départ, chose dite, chose faite. 3 ans plus tard, nous revoilà dans l'obligation d'apporter des amendements à cette loi. Donc, c'est l'un de ces textes-là que le ministre de la Justice a déposé par devant le Parlement avant-hier après-midi.
Il y avait aussi nécessité d'avoir une loi cadre pour notre unité d'intelligence financière, en l'occurrence l'UCREF, texte qui lui aussi a été déposé par devant le Parlement. Et enfin, un troisième texte d'importance, c'est une modification du code pénal. En fait, l'adoption d'un nouveau code pénal, puisque celui actuellement en cours en Haïti, il date du 19e siècle. Or, Dieu seul sait si depuis le 19e siècle, les criminels se sont ingéniés à implémenter, à adopter de nouveaux crimes qui n'existaient pas au 19e siècle. L'exemple le plus facile à prendre, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le cybercrime, c'est-à-dire des actions frauduleuses, illégales qui sont entreprises en forçant la confidentialité de systèmes électroniques et qui n'existaient pas au 19e siècle. Donc, de telles manœuvres, je pourrais dire, qui causent préjudice à beaucoup d'autres, mais de telles manœuvres sont aujourd'hui criminalisées. C'est-à-dire que la communauté internationale établit que ces manœuvres-là, quand elles sont prises, constituent des crimes. Chose qui dans notre code pénal remonte au 19e siècle. Eh bien, toute une série d'autres exemples que l'on pourrait prendre encore indique qu'il y avait lieu de moderniser le code pénal. Mis à part question de GAFIC ou bien de loi internationale récente, de blanchiment. Non. Eh bien, l'ensemble de ces crimes-là, les moyens de les combattre devaient être intégrés dans un nouveau code pénal. Ce code, le projet a été rédigé depuis plus de 2 ans maintenant, je crois. Et finalement, après adoption au Conseil des ministres, il a fait l'objet d'un dépôt auprès du Parlement aussi. Donc 3 textes, effectivement, ont été déposés par devant le Parlement. Et ensuite, une autre disposition qui, chez nous, inquiétait beaucoup des banques correspondantes, c'est celle concernant la création du centre financier offshore de la Gonave. Pour cela, le gouvernement, comprenant l'urgence de la question, a procédé d'abord à une forme de mise en veilleuse. Ils ont pris 3 dispositions, mise en veilleuse et révocation du directeur de centre qui éventuellement serait en place. Et ensuite, se réservant de déposer un projet de loi par devant le Parlement pour ramener le décret. Ceci dit, entre-temps, ça donne l'opportunité de mener un débat complet pour pouvoir établir si ce modèle économique est l'un de ceux que le pays voudrait retenir dans sa démarche de développement. Si tel est le cas, si le pays, en l'ensemble de ses composantes, décide, tiens, ce serait une bonne chose à avoir, eh bien, à ce moment-là, ce qu'il y aurait de faire, c'est de mettre en place les garde-fous indispensables pour une telle démarche. Ensuite, centre financier offshore, il y a plusieurs modèles. Donc là encore, il y a des choix que le pays lui-même devrait faire, à travers ses représentants, à travers ses mandats et tout le reste. Alors, on parle de l'échéance de novembre pour cette réunion du GAFIC. Et quel appel pourrait-on lancer à l'endroit des parlementaires qui commencent, si vous voulez, à travailler sur le dossier? Je dois dire que depuis la réunion de la Banque centrale, les parlementaires se sont tout de suite dit mobilisés. Et le week-end de la semaine dernière, samedi, dimanche dernier, ils s'étaient rendus disponibles pour que, éventuellement, ils puissent commencer à tabler sur les projets de loi qui leur auraient été proposés. Il y a eu un petit retard. Donc, comme nous venons de le dire, le dépôt de ces projets de loi n'a eu lieu qu'avant-hier. Donc, nous devons les prendre au mot et constater ces 2 déclarations de disponibilité qu'ils ont faites. Et ensuite, les différents acteurs concernés, les techniciens et autres, sont aussi à leur disposition pour leur fournir tout l'éclairage qui pourrait leur être utile. Du reste, au cours de la semaine, il y a eu aussi une rencontre entre le bureau du Sénat, des députés aussi, avec des représentants de la Banque centrale, de l'APB, du secteur bancaire et autres, pour déjà commencer à les aider à débroussailler le paquet de textes qui leur a été proposé. Donc il est absolument essentiel à ce que ces décisions soient prises au niveau du Parlement avant la réunion du mois de novembre et bien avant, si vous voulez. Ce serait plus que souhaitable. Mais pour être franc, je ne pense pas que nous puissions prétendre que tous ces projets-là de loi-là seront
en train d'être adoptés d'ici novembre. Un exemple bien simple, le code pénal à lui seul, le nouveau code pénal comporte 1000 articles et qui, selon la Constitution, doit être voté article par article. Entre-temps, nous savons que la Chambre des députés est supposée aller en congé le 12 septembre. Donc, tous ces éléments la prise à part, même avec leur bonne volonté, décidant de rester plus longtemps pour ce travail-là. Et il faut dire heureusement que certains parlementaires avaient déjà une connaissance des textes qui leur sont proposés aujourd'hui. Ils ne les avaient pas encore reçus officiellement, mais ils ont déjà commencé un travail préliminaire qui devrait faciliter la discussion, le passage des textes et tout ça. Donc, il y a bon espoir qu'au moins deux des textes pourront arriver à bon terme. Pour ce qui est du code pénal que je viens de mentionner, eh bien, le fait de savoir déjà que le dépôt du projet a eu lieu, c'est déjà ainsi encourageant pour nos partenaires de la Caraïbe, membres du GAFIC. Parce que là, nous faisons preuve de bonne foi et je crois qu'ils devront se résoudre à dire que, tiens, la République d'Haïti a accompli des efforts démontrés, importants et je pourrais même dire extraordinaires entre la période de la dernière plénière et celle qui s'en vient. Donc il est absolument nécessaire et important que ces deux projets de loi, tout au moins, soient votés par le Parlement. Je dis que je suis optimiste par rapport au vote de ces deux projets de loi et que pour ce qui est du troisième, le fait que le dépôt ait été effectué, c'est encourageant. Et si rien n'est fait? Ah, ça c'est autre chose. Si rien n'est fait, nous aurons démontré que nous ne sommes pas très empressés à renforcer nos capacités de lutte contre le blanchiment des avoirs et le financement du terrorisme. Mais je crois que, en fait, beaucoup a déjà été fait. Parce qu'il n'y avait pas que des mesures à caractère législatif qu'il fallait prendre. Il y avait aussi des mesures à caractère administratif et plusieurs d'entre elles ont déjà été prises. Donc, de ce côté, ça déjà permet de mettre une note pour indiquer que, tiens, il y a une démarche. Ensuite, il doit y avoir la semaine prochaine une réunion à Miami, une réunion des ministres de la Justice de la Caraïbe et membres du GAFIC, réunion à laquelle va participer le ministre haïtien de la Justice. Je crois que ça va lui fournir l'occasion déjà de bien marquer à ses pairs que la République d'Haïti est très engagée, et là je parle de l'État d'Haïti, est très engagé à renforcer ses capacités de lutte. Alors, une question, vous avez évoqué ça récemment, c'est la question de la confidentialité au niveau de l'UCREF. Ce qui s'est passé avec un candidat à la présidence, ça c'était très mauvais sur le plan technique, sur le plan administratif au regard du mode de fonctionnement d'une institution comme celle de l'UCREF. Écoutez, en toute franchise, il ne nous semble pas que ce soit l'UCREF qui soit mis en cause cette affaire-là. Là, je ne pourrais pas trop en dire. Et parce que eux aussi, il y a des éléments d'information qu'ils auront à avancer. Parce que, comme vous, je sais que sur les réseaux sociaux, ont circulé certaines nouvelles informations, vraies, fausses, on ne sait pas trop. Parce que vous savez, sur les réseaux sociaux, la crédibilité, c'est pas RFM. Hein? Donc, il reste à savoir ce qu'il en est exactement, quel est le poids réel, vérifié ou non. L'autre jour au Parlement, des sénateurs disaient combien eux aussi étaient outrés par cette situation-là. Mais sans vouloir pointer du doigt, je crois que tout le monde est prudent sur la question, et de ce qui nous a été dit, il ne semblerait pas que l'UCREF soit à mettre directement en cause. Donc là, je laisse aux autorités le soin de faire leur travail et de pouvoir fournir des explications à la population, d'avoir autorisé en quelque sorte. Donc là, pour terminer, Maxime Charles, président de l'APB, donc on a bon espoir que ces dossiers seront pris en compte au niveau du Parlement, donc pour éviter l'isolement financier d'Haïti. En fait, je dois dire que le Parlement a déjà commencé à travailler sur la question, donc c'est pas bon espoir simplement, c'est-à-dire que là, ils nous prouvent qu'ils sont au travail, donc c'est plus qu'un espoir. Mais comme j'ai fait établir le distinguo tout à l'heure, travailler à éviter une nouvelle note du GAFIC, c'est une chose.
mais surtout le plus important, c'est de travailler à améliorer le profil de risque de la République d'Haïti. Et ça, c'est pas quelque chose qui va se faire en un jour, en un tour de main, par une action X ou bien une action Y. C'est un ensemble de choses. Vous savez, comme dans tous les domaines, il est difficile de se faire une réputation positive, une bonne réputation, mais il est très facile de la perdre. Donc, notre situation actuelle, c'est un peu ça. C'est-à-dire que les efforts du pays, les efforts redoublés que nous devons faire, ils sont encore plus importants que ce que nous avions fait déjà pu avoir dans le passé. Donc, travaillons à rester positifs et non pas simplement béatement positifs, mais de manière constructive et de manière réaliste. Alors, merci beaucoup, Maxime Jean, le président de l'APB, d'avoir été l'un des invités à notre émission aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Rothschild et merci aux auditeurs. Comme annoncé, nous avons avec nous le député Prince Cyprien, qui est le président de la commission justice et sécurité de la Chambre basse. On va parler notamment du phénomène du de-risking, donc cette pression qui est exercée aujourd'hui sur Haïti pour qu'elle se mette en règle avec la communauté internationale en matière de lutte contre le blanchiment. Député Cyprien, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux sur RFM. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Je salue les auditeurs et les auditrices de RFM. Alors, député Cyprien, cette question a été largement débattue la semaine dernière, cette semaine encore, en Haïti, la question du de-risking. Et vraiment, tout le monde demande à Haïti de se mettre en règle avec notamment le GAFIC, le groupe d'action financier international, au niveau de la Caraïbe également. Alors, comment se présente la situation au niveau du Parlement aujourd'hui? Parce que tous les regards sont fixés sur le Parlement haïtien. Bon, en somme, on était impliqué et depuis un certain temps dans cette affaire de de-risking. Bon, heureusement, après la dernière convention faite à la BRH, et le gouvernement a un petit peu accéléré sur les deux textes de loi en question. C'est ainsi que on a déposé les deux documents à la Chambre basse, et en vue de voir comment on peut éviter cette épée de Damoclès qui plane sur la tête de nos institutions financières. Donc les textes sont déjà déposés au Parlement et on a déjà formé au niveau de la Chambre basse la commission y afférente. Il y a 5 députés, y compris moi, le président de la commission. Donc nous sommes en train de travailler dès aujourd'hui, et on a une première séance aux alentours de 11h avec les 5 commissaires, et je pense que on s'est donné un deadline jusqu'à mardi si on peut présenter un rapport au niveau de l'Assemblée pour le faire. Mais je pense que au plus tard mercredi matin, notre rapport sera fin prêt pour être présenté à l'Assemblée des députés. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée de ce nouveau texte, de ce nouveau projet de loi qui a été déposé au niveau du Parlement par le gouvernement sur la question de lutte contre le blanchiment des avoirs et le financement du terrorisme comparé au texte antérieur? Bon, on peut dire que le gouvernement a déposé 2 documents, 2 projets de loi, parce que ces textes sont pratiquement complémentaires. Il y a tout d'abord le projet de loi organique de l'UCREF, qui prévoit un certain renforcement de l'institution et aussi une certaine stabilité au niveau des personnes qui doivent en quelque sorte diriger cette institution, parce que là, dans ce texte, on est pratiquement ferme sur le mandat, qui va empêcher en quelque sorte que à chaque gouvernement qu'on change le directeur général de l'UCREF, qu'on change les membres du conseil d'administration. Le deuxième texte porte sur la répression, la modification, je dirais, de la loi de 2013, donc un certain renforcement
et aussi sur la répression des délits de blanchiment ou de financement du terrorisme. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement on a renforcé les peines en la matière, mais aussi au niveau de la panoplie d'infractions qu'on peut retrouver dans le cadre du blanchiment, on a élargi un petit peu la panoplie. Donc, ce qui est intéressant et dans le travail. Mais on voit que c'est un travail qu'on pourrait faire dans les délais depuis longtemps. On ne devrait pas attendre la 43e réunion du GAFIC qui s'est tenue en juin dernier pour pouvoir avoir ce qu'on pourrait dire une sorte de marché pressé pour aller vite. Parce que comme on l'a dit tantôt, le deadline qu'on a n'est pas réellement novembre. La 44e session du GAFIC, c'est plutôt maintenant et en toute célérité qu'on doit agir sur la question pour pouvoir éviter la situation de de-risking comme ça s'est produit en Belize il n'y a pas longtemps. Et c'est pour cela que nous, au niveau du Parlement, on a pris le dossier à cœur et on sait que d'ici la semaine prochaine, et même pas, cette semaine, le ministre de la Justice doit voyager pour une réunion préparatoire. Je pense que cette réunion va avoir lieu le 7 septembre, le 7 de ce mois. Donc, nous, au Parlement, on essaye d'aller vite aussi pour voir si avant le deuxième lundi de septembre, qui est pratiquement la fin de la deuxième session pour cette année, et si on peut voter ces deux textes. Mais on sait aussi que, d'après le dernier rapport du département d'État, il y a autre chose à faire. L'essentiel n'est pas d'analyser, de voter le texte de loi sur l'UCREF et l'autre sur le blanchiment ou le terrorisme. Donc, il faut insérer ça dans le nouveau code pénal qui est déjà fin prêt entre les mains du gouvernement, qui doit nous le transmettre aussi, parce que n'oubliez pas que le code pénal haïtien date de 1835, ainsi que le code d'instruction criminelle. La dernière commission présidentielle a travaillé sur les deux documents, le code pénal, le nouveau code pénal et un code de procédure pénale. Et je pense que ce texte aussi doit être transmis au Parlement et pour que les parlementaires, députés et sénateurs les examinent et que très bientôt, je le souhaite vivement en 2017, qu'on ait ce nouveau code pénal et le nouveau code de procédure pénale aussi. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée des points forts, des points clés de ce projet de loi déposé par le gouvernement en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment des avoirs et du financement du terrorisme, député Cyprien? Bon, on peut dire que ce n'est qu'un prolongement du texte de 2013. En résumé, on peut dire que le gouvernement a mis l'accent sur, d'une part, la prévention et la prévention de ce type d'infractions, les infractions relatives au blanchiment d'argent et aussi au financement du terrorisme. Et ensuite, la prévention, on a renforcé, si vous voulez, la panoplie des textes et des infractions en matière de blanchiment et en matière de financement de terrorisme. Et on a mis l'accent aussi sur la répression afin de pouvoir dissuader les éventuels auteurs de ces infractions. Alors, député Cyprien, est-ce qu'au niveau du Parlement, vous êtes bien conscient de ce qui se passe aujourd'hui en ce qui concerne le dossier du de-risking, la question de l'isolement financier d'Haïti qui est évoquée? Est-ce qu'on est conscient de cette situation au niveau du Parlement, député Cyprien? Je ne vais pas dire globalement parce que le débat a vraiment commencé il y a environ 2 à 3 semaines. Il y a certains députés qui vont de temps à autre dans leur circonscription. Je ne peux pas dire que tout le monde est touché de la situation, que tout le monde est conscient de la situation. Mais toutefois, on a eu un expert qui était venu au Parlement pour expliquer
un petit peu le phénomène. Et à la dernière convention de BRH, certains députés étaient invités. Et maintenant là, on a eu la présentation des 2 projets de loi par le ministre de la Justice. Donc, je pense que il y a un degré de conscientisation qui commence à prendre pied au niveau du Parlement, et avec notre expertise en la matière en tant que professeur de droit pénal spécial, on va user les moyens nécessaires et toutes les possibilités pour pouvoir expliquer aux collègues parlementaires ce que représente le de-risking et quelles conséquences que ça pourrait avoir sur le pays, sur l'emploi et sur l'économie et en général du pays. Particulièrement, on sait que la diaspora contribue à près de 2 milliards de dollars l'an et dans le pays. Bon, si avec le de-risking, on arrive à suspendre les correspondances avec les banques étrangères et aussi avec les autres institutions financières de transfert, et quelles conséquences que ça peut avoir pour le pays. Je pense que durant cette semaine, on va s'atteler à faire la promotion de ces 2 textes pour qu'on ait un vote favorable, soit en fin de semaine ou bien en début de semaine prochaine. Parce que quand même, le de-risking n'a pas de couleur politique. En principe, ça n'a pas de couleur politique, donc là, il faut agir dans l'intérêt du pays. Dans l'intérêt du pays, et je pense que l'intérêt supérieur de la nation doit passer avant toute chose. Alors, vous partez en vacances le 12 septembre, donc on n'a presque pas le temps, là. On n'a presque pas le temps, mais il faut faire le job avant le départ. Et si éventuellement on arrive à partir sans pouvoir voter, ce que je ne souhaite pas, et il y a quand même la possibilité d'une convocation à l'extraordinaire pour pouvoir voter ces 2 textes avant la 44e session du GAFIC en novembre prochain. Et je pense aussi que avec le départ du ministre de la Justice cette semaine, et ça doit être en début de semaine prochaine, je crois. Il doit partir en début de semaine prochaine. Il aura déjà en main ce dépôt qu'il a fait au niveau du Parlement. Donc là, les autorités du GAFIC verront que Haïti est en train de se mettre aux normes, en conformité aux normes internationales et régissant la matière. Je pense que là, déjà, on aura une autre vue de ce qu'on fait ici en Haïti afin de pouvoir éviter le de-risking. Alors, député Cyprien, je sais que c'est l'Assemblée qui va voter, mais est-ce que vous pouvez donner la garantie à la population que le Parlement assumera pleinement ses responsabilités pour éviter cet isolement financier d'Haïti? Bon, je pense que au niveau du Parlement, il faut croire que nous sommes des hommes d'État, et les hommes d'État doivent agir en tant que tels. Et c'est vrai que c'est quelque chose inattendu, et c'est un problème qu'on doit expliquer quand même aux parlementaires qui ne sont ni économistes ni spécialistes en la matière. Donc il faut qu'on leur explique les conséquences et du problème. Et je pense même si pour l'instant on ne peut pas espérer un vote à la majorité absolue, mais nous allons faire notre travail pour que ces 2 projets passent et qu'on ait un large consensus sur ces 2 textes de loi. La toute dernière question. La semaine dernière, votre collègue Sinal Bertrand a soulevé encore une fois la question du président Privert. Donc, il faut tenir cette séance pour confirmer le président Privert dans ses fonctions. Est-ce qu'on peut dire, bon, c'est un dossier classé aujourd'hui, on vit avec? Je ne pense pas que ça devrait être un dossier classé, parce que la démocratie a ses règles qu'il faut quand même respecter. Il y a eu un impair la semaine dernière, je ne sais pas si tout le monde l'a souligné, c'est que en votant les 2 budgets, le budget rectificatif et le budget 2016-2017, ça donne l'impression qu'on a accepté de fait
la situation de Privert. On a accepté la situation de Privert. Et je crois que, en toute décence, le Parlement doit organiser cette séance en Assemblée nationale pour décider sur ce qu'on va faire. Est-ce qu'on va donner une prolongation au président Privert ou si on va faire autre chose. Mais je crois qu'au nom de la démocratie et surtout en vue de ces élections qui doivent avoir lieu, et je crois que les parlementaires prendront la décision appropriée à cette situation qu'on n'a pas créée et une décision qui permettra l'organisation de ces élections, parce que je pense qu'il faut en finir avec toutes ces histoires où on ne peut pas décider, on ne veut pas décider. Finalement, on est là pourquoi? On est des hommes politiques, il faut agir. Dans la politique, il faut agir. La société est dynamique. Si on crée une situation qu'on n'a pas voulu, maintenant, il faut trouver comment redresser la barre, comment porter des correctifs afin de pouvoir faire avancer la démocratie en Haïti. Moi, je pense que au niveau du Parlement, sénateurs, députés, bloc parlementaire, nous devrions accorder nos violons afin de pouvoir tenir cette séance. Et je crois que c'est une séance qui doit se tenir dans l'objectif des élections du 9 octobre, parce que le 7 février 2017, il faut inévitablement qu'on ait un président élu au Palais national. Merci beaucoup, député Price Cyprien, d'avoir été l'un des invités à notre émission aujourd'hui. Merci beaucoup. C'était un plaisir, Rothschild, et je pense que c'est pas la dernière fois que je suis avec vous. Je suis toujours disponible et disposé. Tout à fait, merci. Ici s'achève l'émission Enjeu. Merci de l'avoir suivi. Nous avons eu aujourd'hui 4 invités. Le professeur Ronnie Desroches de l'OCID, l'analyste politique Stanley Lucas, le président de l'APB Maxime Descharles et le président de la commission justice de la Chambre basse, le député Price Cyprien. La reprise de cette émission est à 4h et aussi à 9h du soir sur RFM 104.9, rfmhaiti.com et aussi sur TuneIn Radio. Bon dimanche à toutes et à tous. Au revoir. Tous les dimanches, 1h-2h, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeux sur RFM 104.9 et sur rfmhaiti.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h-2h, tous les dimanches. Enjeux avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous.